L'économie avec Laure Manin ce soir. Laure, bonsoir. Bonsoir, Claire. Le Japon et l'Australie annoncent un accord pour renforcer leur collaboration sur l'énergie, la défense et les minerais critiques. Oui, et la raison, c'est que la région Indo-Pacifique est touchée, elle aussi, et même beaucoup, par le blocage du détroit d'Ormuz, et qu'il serait peut-être temps de trouver d'autres solutions plutôt que cette dépendance à ce lointain golfe Persique. Alors, la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, et son homologue australien, Anthony Albanese, ont profité de la visite de la première ministre en Australie, la première ministre japonaise en Australie, pour plancher sur ce rapprochement stratégique entre les deux États pour assurer leur sécurité énergétique et donc économique, rapprochement logique déjà, puisque l'Australie est la fournisseuse de près de la moitié du gaz naturel liquéfié du Japon. Japon qui dépend par ailleurs à 95% du Moyen-Orient pour ses importations de pétrole, à 11% pour le GNL. Et cette dépendance aux hydrocarbures, elle est d'autant plus importante pour le Japon que depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011 et l'arrêt consécutif d'une partie du parc nucléaire japonais. De son côté, Tokyo est aussi l'un des 5 principaux fournisseurs d'essence raffinée et de diesel pour l'Australie. Alors pour l'instant, les termes précis de l'accord n'ont pas encore été connus ni communiqués, mais les deux partenaires prévoient en tout cas de maintenir des flux commerciaux ouverts pour les produits énergétiques essentiels et notamment les carburants liquides et le gaz. Et cet accord, il s'intéresse aussi aux minerais stratégiques et notamment aux terres rares. Et c'est en toile de fond l'influence chinoise qui est visée. Oui, c'est un autre objectif régional, cette fois beaucoup plus local. Et l'objectif, c'est de réduire les risques de coercition que peut exercer la Chine en position très dominante sur le marché des terres rares, et notamment les terres rares lourdes qui sont utilisées pour fabriquer des méga aimants qui sont utilisés ensuite dans le secteur de la défense ou pour les véhicules électriques. La Chine, elle assure 70% de l'extraction de terres rares dans le monde, plus de 80% de son raffinage. Et du coup, Pékin s'en sert comme d'une arme de négociation, par exemple pour faire pression sur le Japon dans son conflit territorial sur les îles Senkaku en japonais, les îles Daioyu pour les Chinois. Ce sont les mêmes îles, mais que les deux pays se disputent. Et en 2010, Pékin avait stoppé ses exportations de terres rares vers le Japon pour faire pression sur Tokyo. En janvier dernier, rebelote, la Chine a utilisé à nouveau l'arme des terres rares pour faire pression sur Tokyo, cette fois avec des restrictions d'exportation. C'était une mesure de rétorsion après les propos de la première ministre japonaise sur le fait qu'une attaque chinoise sur Taïwan pourrait être, pour le Japon, je cite, une menace existentielle. Mais sur ce point précis des terres rares, il y a des alternatives pour le Japon. Et cette alternative, elle est australienne, parce que l'Australie est aujourd'hui le 6e pays en termes de réserves de terres rares, 3% des réserves mondiales. Avec l'accord qui se dessine entre Canberra et Tokyo, l'Australie s'engagerait à fournir au Japon 930 millions de dollars américains pour soutenir les projets liés aux minéraux stratégiques qui impliquent le Japon. En avril, d'ailleurs, le groupe australien Lynas Rare Earths, donc spécialisé dans les terres rares, avait annoncé aussi un accord avec un consortium japonais pour fournir des terres rares australiennes au prix plancher de 110 dollars le kilo. C'est 50% plus cher qu'en 2025, et c'était 74 dollars à l'époque. C'est une hausse importante pour ces terres rares, mais c'est la garantie pour le Japon d'abord d'être approvisionné sans chantage diplomatique, et pour l'Australie, d'écouler une grande partie de sa production, sachant que, par exemple, au moins 5000 tonnes de néodyme, praséodyme par an, notamment de terres rares, vont pouvoir être utilisées et vendues à ce conglomérat, à cet groupement japonais et australien sur les terres rares. Et l'Australie et le Japon ont aussi décidé d'un rapprochement en termes de défense. De quoi s'agit-il ? Alors, ça fait longtemps que l'Australie et le Japon travaillent ensemble dans cette région, notamment toujours face à l'influence grandissante de la Chine, mais ça se concrétise de plus en plus. Ce sont les ministres japonais et australiens de la Défense qui ont signé des contrats ces derniers jours pour la livraison et la production pour l'Australie par le Japon de 11 navires de guerre de classe Mogami. Ce sont des frégates furtives de pointe équipées d'un arsenal puissant. Un contrat à 6,5 milliards de dollars américains. Mitsubishi Heavy Industries va construire les 3 premières frégates au Japon. Ensuite, c'est l'Australie qui construira les 8 autres dans un chantier naval de l'État d'Australie occidentale. C'est le plus gros contrat d'exportation de défense du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, et surtout depuis la levée de cette interdiction que Tokyo s'imposait sur les exportations d'armes létales, qui a pris fin le 21 avril dernier, donc vraiment tout récemment.